Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session. Ça y est, on y est, enfin, le moment qu'on a attendu depuis le début de la saison, les finales NBA commencent ce jeudi. Bien sûr, on va parler de l'affrontement entre les State Warriors et les Celtics, un affrontement qu'on n'avait pas vu en finale depuis plus de 40 ans, si je ne me trompe pas, du moins, il me semble que ça remonte aux années 60, donc on n'a pas de référence forcément récente sur tout ça. Mais on va discuter parce que c'est quand même une finale qui annonce de très belles choses. Pour me rejoindre, je suis avec Shai Mamou, une semaine de plus du dynamique duo de l'équipe Rivers Basket Session en attendant le retour d'Antoine Pimel, le troisième membre du Big Three. Comment ça va, Shai? Ben, ça va super. C'est plutôt à toi qu'il faut demander ça avec la difficulté du pauvre Jimmy, à ton gars Jimmy, qui est passé de héros potentiel à pas coupable. Le pauvre, il était tellement magique. Mais voilà, oui, j'ai surtout une pensée pour toi et ton gars Jimmy. Voilà. Eh ben, écoute, ça tombe bien parce que je te propose qu'avant de parler des finales, on commence par parler un peu de Miami. C'est la dernière équipe éliminée dont on n'avait pas encore eu l'occasion de parler dans ce podcast. Au bout du compte, c'est même un peu triste qu'on en parle maintenant parce que ça a été tout au long de la saison une des équipes qui ont le moins fait parler d'elle, alors qu'ils ont Ouais. été premiers de la saison régulière, du moins à l'Est, et ils ont quand même poussé Boston jusqu'aux dernières minutes d'un match 7 haletant, même si à un moment on pensait que c'était cuit pour le Heat. Finalement, ils sont revenus tambour battant. Voilà, moi je voudrais commencer par une chose, tout simplement au sujet de Jimmy Butler. Alors, c'est pas un secret, Shai, tu le sais très bien. Moi, c'est l'un de mes joueurs préférés actuels, mais même probablement all-time. Et il représente un petit peu tout ce que j'aime dans le basket de haut niveau en termes d'attitude, en termes de dureté, en termes de jouer des deux côtés du terrain, de jamais rien lâcher, jamais se plaindre, etc. Joueur incroyable. Et en fait, il y a une chose toute simple, c'est que maintenant, je pense que c'est clair, il faut arrêter, en fait, tout simplement. C'est dommage que Antoine ne soit pas avec nous, parce Mhm. que j'aurais bien aimé discuter de ça avec lui. Mais je pense que malgré la défaite du 8, ce que Jimmy Butler a prouvé, pour l'instant, il y avait finalement que ces performances incroyables dans la bulle d'Orlando qui faisait un petit peu, voilà, qui avait marqué les esprits. Mais j'ai le sentiment qu'avec ces playoffs, il a validé le fait que c'est un franchise player. Tu peux construire une équipe compétitive autour de Jimmy Butler. Ça ne veut pas dire qu'il va t'emmener au titre. Après, des joueurs sur lesquels tu peux construire en étant sûr d'aller au titre ou en finale chaque année, ça se compte quand même sur les doigts d'une main. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment le sentiment qu'au bout du compte, il a validé ce statut, il a validé le respect que manifestement ses pairs dans la NBA lui portent. Voilà, j'aurais bien aimé avoir ton sentiment là-dessus, Shai. Après, voilà, ce match 7 un petit peu crève-cœur pour Jimmy Butler à lui. Moi, honnêtement, j'ai jamais douté, depuis la bulle et les performances qu'il a faites dedans, j'ai jamais douté du fait que c'était un franchise player et une superstar théorique de la ligue. Et si on réécoute les podcasts où on parlait de la série justement contre Boston, je disais bien que même en étant diminué et tout ça, je voyais très bien Butler claquer des matchs à 40 points. Il l'a fait, il met un match à 47, un autre à 35 en étant incroyable. Et là, c'est plutôt les autres qui m'ont déçu et qui ont fait, à mon avis, qu'il n'a pas pu être ce joueur dont tu parlais, qui est le franchise player qui peut emmener une équipe jusqu'au titre, parce que là, il passe à pas grand-chose au final, tout en étant ultra diminué. Lui-même, hein, je parle de l'équipe, mais je parle aussi de Butler. Il a clairement joué en serrant les dents. Hein, c'est pas, on l'a bien vu. Il était pas. Il y a plein de séquences où il était pas à 100% physiquement et ça se sentait. Il y allait vraiment au forceps. Et malgré ça, il passe à quoi? À un shoot, à un shoot peut-être de qualifier le hit pour les finales, alors que tout s'était ultra compromis. Donc pour moi, c'était déjà une star de la ligue. C'est peut-être pas juste une star que dans le sens traditionnel qui va viser le MVP tous les ans. Clairement, Jimmy Butler, on n'a rien à secouer du titre de MVP. Il veut juste être dans une équipe qui est compétitive. Moi, on le voit honnêtement dans la saison, il y a des matchs et des périodes où il va enchaîner 6, 7 matchs où il va mettre entre 25 et 30 points, prendre des rebonds, faire des interceptions, des contres avec une adresse complètement démente. Et là, sur ces séquences, j'ai l'impression qu'il arrive et qu'il montre, qu'il dit ouais, regardez les gars, moi je peux faire ça tranquillement sans problème. J'ai pas besoin de me battre sur toute la saison avec vous pour vous prouver que je suis un franchise player ou une superstar. Moi, mon domaine, c'est les playoffs. Et là, je trouve qu'on l'a encore vu, hein, parce que Miami a galéré avec les blessures, comme on le disait, et Butler a été là, et même diminué, a été exceptionnel. Donc là, il faut plutôt se poser la question, est-ce que les autres ont été à la hauteur de Jimmy Butler sur cette campagne de playoffs, même en dépit des pépins physiques?
Ouais, bah, je partage ton avis. C'est pour ça que c'était un peu important pour moi quand même d'en parler. Alors là, je parle pas simplement en tant que fan du jeu, hein. Je parle pas forcément de l'équipe ou des joueurs. Mais c'est vrai que souvent, il y a un petit peu ce côté où on se dit, bon, bah, si tel joueur n'a pas amené son équipe à tel niveau ou à tel stade des playoffs, c'est qu'il n'a pas l'étoffe des grands joueurs. Et je pense que c'est quand même important comme de noter que cette équipe. Alors certes, du côté de Boston, il y avait des blessures, hein. J'enlève rien d'ailleurs au succès des Celtics, à leur performance défensive, au fait qu'eux aussi sont allés chercher loin dans leur retranchement pour pas se faire prendre dans ce match 7 un petit peu piège. Mais c'est vrai que l'équipe de Miami, on se dit, au début de la série, on se disait, bon, bah, défensivement, ça va tenir. La grande question, c'était de savoir s'ils trouveraient les ressources offensives pour passer la défense de Boston. Et ça, c'était en considérant qu'ils auraient leur effectif au complet. Au bout du compte, ils jouent sans Tyler Hero. Là, le match 6, il n'a pas joué du tout. Le match 7, il tente une mi-temps et tu vois qu'il ne peut rien faire. Kyle Lowry est complètement diminué. Derrière, des joueurs qui, soit pour blessure, soit parce qu'ils ne sont pas dedans. Eric Spoelstra fait le choix même de jouer quasiment qu'à 7 maximum, 8 sur le dernier match, et Jimmy Butler, quand même la plaque tournante du jeu de Miami, le franchise player, le go-to guy de cette équipe, qui sort 2 derniers matchs. On se demande un petit peu comment, quand on voit les matchs précédents où on avait le sentiment qu'il n'arrivait même pas à courir, il avait du mal à se relever après les contacts, etc. Là, il sort 2 matchs de très grand standing. Et voilà, je voudrais revenir un petit peu sur le tir dont tu parlais, Shai, qui a fait beaucoup parler, beaucoup couler d'encre virtuelle, du moins sur les réseaux sociaux, ce fameux tir à 3 points dans les 20 dernières secondes, alors que Miami est à -2, il prend un tir à 3 points en transition. Euh, Quel est ton sentiment par rapport à ce tir-là? Je ne sais pas si tu l'as revu un petit peu, si tu as réfléchi. Je serais curieux d'avoir ton avis sur ce tir qui a fait beaucoup parler. Il y a l'impression en live où je me mets peut-être à la place des fans du 8 ou juste même d'un mec qui regarde le match dans son déroulé et je me dis pourquoi est-ce qu'il prend ce shoot alors qu'en plus, c'est un driver exceptionnel qui arrive à provoquer des fautes et à finir sans aucun souci et qu'il était dans un match où il était justement en réussite. Donc sur le coup, tu te dis qu'est-ce qu'il fait, pourquoi est-ce qu'il prend ce shoot alors qu'il reste 17 secondes, il peut encore se passer des choses derrière. Et après, tu prends un peu de recul, tu écoutes un peu ce qu'en disent les principaux concernés, parce que mine de rien, nous, on est dans notre canapé et eux sont sur le terrain. Et eux ont 15, 20 piges de basket derrière. Et puis tu te dis, t'entends Spoelstra qui dit, nous, ça nous va très bien qu'il ait pris ce shoot-là. C'est Jimmy, il a mérité d'avoir le droit de prendre ces shoots-là. Et c'est justement le fait qu'il tente de procurer ce type d'émotion qui fait que c'est Jimmy Butler et que c'est un grand joueur. Derrière, Butler, il dit, en gros, j'aurais pu mal le vivre si tous mes coéquipiers m'avaient pas dit que ça leur allait très bien aussi que je prenne ce shoot. Et puis, effectivement, tous les autres ont dit, bah non, ça nous allait. Et statistiquement, dans ces situations-là, si tu mets le panier à 3 points, tu as 62% de chances de gagner le match derrière. Si tu mets un panier à 2 points seulement, tu en as 38. Parce qu'il restait beaucoup de temps derrière, mine de rien. Donc oui, ça peut paraître un peu précipité, mais mine de rien, il est quand même pas trop mal placé. C'est pas le shoot erratique total depuis le milieu du terrain. Il y a certes alors Ford qui arrive à combler un peu l'écart et à boucher un petit peu l'angle, mais c'est pas non plus de la défense lockdown. Donc après coup, je me dis ouais, franchement, ça valait le coup de le tenter et s'il le met. Enfin, tu te rends compte s'il le met, c'est ça qui est fou. C'est-à-dire que Exactement. tu peux pas le faire passer de 0 à héros alors que bon, il a été fantastique sur les derniers matchs. Tu peux pas juste te baser sur ce truc-là. Il a pas fait un truc, c'est pas un crime contre le basket, tu vois. C'est un truc qui, s'il le met, c'est totalement fou, c'est héroïque, on en parle pendant 30 ans, surtout si ça fait gagner le match au final. Et s'il le met pas, bah, c'est un peu, je suis d'accord avec Spoelstra, il a mérité de prendre ce shoot-là, en fait, d'avoir le droit de prendre ce shoot-là. Ouais, ben voilà. Écoute, je partage ton avis. En fait, pour moi, c'est l'archétype même du tir où si jamais il met ce tir, on parle que de sa performance extraordinaire et jamais on revient en arrière en disant ouais, mais c'était quand même pas forcément la meilleure option. C'était un tir très risqué. Moi, je pense que c'était pas forcément la meilleure option. Effectivement, que arriver lancé comme il l'était avec Al Ford en train de reculer et le fait que voilà, Miami avait eu quand même un nombre de coups de sifflet intéressants sur le match. Les arbitres étaient attentifs à toutes les
les fautes sur tir. Il y avait une opportunité peut-être d'aller chercher le 2+1, le panier plus la faute dedans. Mais pour moi, ce n'est pas forcément un mauvais choix. Il faut aussi voir qu'il a joué 48 minutes. Ouais. Il est sorti 2 minutes au match précédent. Il y a aussi cet aspect-là de la fatigue à prendre en compte, que l'énergie que ça te demande de réattaquer un défenseur comme Al Horford et de demander est-ce que je vais avoir les jambes pour rester au contact, marquer, avoir la faute, etc. C'est pas simple. Donc pour moi, vraiment, j'étais un peu étonné finalement de voir que ce tir faisait autant parler. C'est clairement pas là-dessus que Miami a raté l'occasion. Pour moi, sur ce match 7, les regrets ils sont du côté des lancers francs. Il y en a eu beaucoup qui ont été ratés, alors que dans les matchs précédents, ils avaient été quasiment parfaits sur la ligne. Il y a ce fameux tir à 3 points retiré à Max Strus, bon, qui peut faire polémique ou pas. C'est vrai que ce que disait Spoelstra en conférence de presse, finalement, il revenait pas tant sur la question de savoir si ça méritait d'avoir été retiré. C'était plus sur le timing. Si tu sais tout de suite que le tir à 3 points compte pas, tu peux t'organiser d'un point de vue stratégique, tu sais un petit peu ce que tu as à faire. Quand ça arrive avec un tel retard, enfin, autant de temps après l'action, c'est vraiment très dur comment dire, de se remettre en place dans la tête. Tu prends vraiment un coup de bambou énorme. Donc voilà, je ne pense pas que ce soit là-dessus que Miami a perdu. Miami a perdu sur ça. Je pense que c'est lancé franc, manque de diversité offensive parce que manque de joueurs disponibles, tout simplement. Le fait aussi que des joueurs comme Duncan Robinson soient montrés finalement, enfin, au bout du compte, Eric Spoelstra a préféré se passer complètement d'un Duncan Robinson qui était quand même un des éléments clés de cette équipe par les années précédentes. Parce que quand il était sur le terrain, alors sur des périodes courtes, certes, mais il n'a pas réussi à mettre suffisamment dedans pour compenser ses lacunes défensives de l'autre côté du terrain. Et malgré tout, j'ai le sentiment que quand on voit comment cette équipe de Miami est construite, quand on voit quels sont le nombre de joueurs non draftés, draftés bas qui la composaient, ben pour moi, c'est pas. Je comprends ce que Kyle Lowry dit quand après, avec la déception, il dit pour moi, c'est une année gâchée, une année qui n'aura servi à rien parce qu'on ne joue pas le titre. Mais au bout du compte, je me dis, c'est quand même incroyable que cette équipe de Miami ait réussi à se hisser jusqu'à ce niveau des playoffs au vu de toutes ces circonstances et de pousser cette très belle équipe de Boston, pleine de talent, pleine de ressources, jusqu'à un match 7 et même jusque dans les dernières secondes d'un match 7 aussi disputé. C'est là qu'il faut encore saluer ce que fait Eric Spoelstra parce que malgré tout ce que tu as évoqué, parce que c'est aussi sur la fraîcheur physique et la condition tout court, sur le nombre de joueurs aptes et à 100%. Parce que contre une autre équipe que Boston, peut-être que ça passe en fait. Mais là, contre une équipe qui, elle aussi, a eu des pépins, mais qui au final a pu se présenter quasiment sous son meilleur visage à la fin, tu n'as pas le droit, la marge d'erreur est infime. Et malgré ça, ils ont comblé un retard important, ils ont rendu le match disputé jusqu'à la fin, en étant décimés au niveau de leurs joueurs majeurs. En fait, il y a que Bam Adebayo qui était à peu près dans sa forme optimale, on va dire. Et au final, c'est peut-être celui qui a été le plus décevant par rapport à ce qu'on attendait de lui, je pense. Presque le Sur plus l'ensemble de la série, tu veux dire, ou sur l'ensemble de la série, je pense. Il a eu un match très fort, mais le reste, c'était un peu décevant par rapport au niveau qu'on pouvait attendre des deux côtés du terrain, en fait. C'est ça le truc. Il est tellement fort que tu te dis, si les autres ils ont un coup de moins bien, hop, tu as des Bayo, il va monter d'un cran, il va faire playmaking, défense, et là ça va. Parce que Laurie, on savait que Laurie était cramé sur cette série, physiquement handicapé par une blessure et probablement pas à son poids de forme non plus. C'était compliqué pour lui, ça se voyait. Et donc voilà, je voulais aussi quand même encore, Spoelstra est complètement monstrueux depuis tout le début de la saison. En fait, on en a parlé plusieurs fois, mais quand tu regardes juste, tu essaies de te replonger en début de saison et tu regardes les joueurs avec lesquels ils ont fait toute la saison, ils ont sorti de J-League ou de contrats signés comme ça, les Gabe Vincent, les Max Strus, personne, même les gens qui suivent vraiment très bien la NCAA, je pense qu'il y en a 50% qui ne savaient pas qui était Max Strus. Même Boston ne savait plus qui était Max Strus, visiblement, qui était passé chez eux. C'est des joueurs comme ça c'est des vraies menaces en fait. C'est des types, tout va bien. C'est clairement des types dont il faut se méfier. Et Miami fait premier de saison régulière en ayant plein de galères au niveau physique. Butler, il était, dans ma tête, dans mon esprit, j'ai l'impression qu'il était blessé une semaine sur deux, Jimmy Butler, cette saison. Kyle Lowry, n'en parlons pas. C'est quand même leur recrue majeure. Oui, je crois que on avait calculé là, que entre les blessures de début de saison de Bam Adebayo, celle de Butler et celle de Kyle Lowry, leur Big Three, entre guillemets, leur mini Big Three, avaient joué avec une vingtaine de matchs en tout, côte à côte, durant la saison régulière. C'était quelque chose comme ça, il me semble. C'est ça, et tu prends Oladipo, je sais pas, il a pris 2 saisons blanches avant de réussir à revenir complètement. Honnêtement, l'effectif, vraiment juste strictement sur le papier, indépendamment de toute considération de coaching, de qui est sur le banc,
tu te dis, bah, ça fait peut-être, oui, ça peut se qualifier pour les playoffs quand même, il y a des beaux joueurs, mais tu les mets pas premier de, premier de l'Est en saison régulière et finaliste, juste finaliste de conférence jusque dans un game set contre une équipe qui est quasiment historiquement en tête de plein de paramètres défensifs et qui est sur une vague de confiance exceptionnelle. Spoelstra, bravo, quoi. Enfin, c'est un taf exceptionnel qu'il a fait. Mais complètement. Et pour finir sur cette page Miami, avant de basculer vers la finale, qu'est-ce que tu vois, toi, pour la suite de Miami? Est-ce que c'est un exploit sur lequel ils peuvent espérer bâtir pour repartir plus fort l'an prochain? Est-ce que c'était l'occasion d'une vie qui est passée un petit peu et à côté de laquelle ils sont passés? Quel est le sentiment que tu as au sujet du 8? Je suis très partagé entre les deux propositions que tu viens de faire parce que là, tu peux te dire, même avec un scénario un peu catastrophe au niveau forme physique, ils arrivent à aller en finale. Donc, tu peux te dire, si tout va bien, peut-être que ça va le faire. Euh, mais d'un côté, si tu regardes les autres équipes qui seront sur la ligne de départ l'année prochaine, il y a un scénario où Brooklyn tout clique avec Ben Simmons, Kyrie, Kevin Durant et tout. Philadelphie, avec quelques mois pour se poser, arrive à trouver une bonne formule entre Harden, Embiid et compagnie. Donc il y a des équipes, voilà, tu as encore Milwaukee qui quand même. Yanis Ça va est revenir toujours là, très fort. il va pas bouger. Donc tu peux aussi te dire qu'ils ont manqué l'opportunité. Moi, histoire de faire un peu, de joindre les deux propositions, j'ai l'impression qu'ils peuvent être dans la situation dans laquelle était Milwaukee avant de gagner le titre. C'est-à-dire qu'il leur faut un move important quand même, pas un move radical. C'est-à-dire que tu vas pas perdre Jimmy Butler, tu vas pas perdre ton franchise player. Mais s'ils arrivent à faire venir un joueur qui a un impact similaire à celui qu'a eu Jrue Holiday à Milwaukee, donc un trade d'ajustement, beau trade quand même, hein, je ne parle pas d'un petit truc. Donc un scénario combiné avec tout le monde à 100% ou presque et un joueur qui arrive en renfort, peut-être pour soulager Butler offensivement, si Laurie n'arrive jamais à revenir à son meilleur niveau. Enfin, un joueur que je ne peux pas identifier pour l'instant. Antoine nous fera le coup de la trade machine ou des signatures quand il sera revenu. Mais en l'état vraiment actuel, j'ai du mal à les voir revenir atteindre les finales parce que je me dis qu'il y aura toujours une équipe qui sera là pour leur barrer la route, à moins qu'ils soient parfaits dans tout ce qu'ils vont faire. Et ce sera difficile. Ouais, bah c'est intéressant ce que tu dis. Moi, quand on avait fait la preview de cette finale de conférence, j'en parlais un petit peu la semaine dernière vite fait, mais pour moi, la question, c'était de savoir si Bam Adebayo pouvait être aussi dominateur en attaque qu'en défense dans une série comme celle-ci. Pour l'instant, je pense que la réponse est négative. Et en attendant qu'il se hisse à ce niveau-là, je ne sais pas si c'est dans son ADN de joueur, honnêtement. Je pense qu'effectivement, Miami a besoin d'un joueur en plus. Alors, ce n'est pas forcément sous la forme d'une star ou autre chose, mais ce qui est un peu dommage, c'est que dans la bulle, pour rappel, ils ont quand même perdu Goran Dragic dès le premier match. Bam Adebayo avait été blessé très vite à l'épaule, etc. Et ce qui manque toujours, je pense, c'est un deuxième créateur. La venue de Kyle Lowry était un bon choix, même si c'était malheureusement un peu tard dans sa carrière, peut-être pour que ça fasse que ça soit un duo qui leur permette à la création, je parle Jimmy Butler et Kyle Lowry d'aller jusqu'au titre. Je pense qu'il manque quand même un autre joueur comme ça de vrais talents d'expérience dans la création pour aider les deux joueurs dont on vient de parler, voire pour les remplacer en cas de blessure. Par contre, il y a des choses intéressantes à Miami. Moi, j'étais époustouflé quand même par les performances de Victor Oladipo après 2 ans sans jouer. Alors offensivement, c'était un coup c'était très bien, un coup c'était en deçà. Défensivement, je l'ai trouvé incroyable, Ouais. vraiment. Il a posé énormément de problèmes à Jalen Brown notamment. J'ai trouvé excellent. Si j'étais fan du 8, j'espérais que le club puisse trouver un accord avec Oladipo pour qu'il puisse repartir l'an prochain sur un contrat correct, du moins qui satisfasse un petit peu les deux côtés de la balance. Ce que je trouve un peu triste avec Miami, c'est ce côté où tout le temps on nous raconte cette histoire comme quoi, selon laquelle les joueurs veulent gagner avant tout, que les décisions qui les poussent à passer d'un club à l'autre, c'est avant tout l'envie de gagner des titres. Et au bout du compte, on se rend compte que des clubs comme les San Antonio Spurs ou le Miami Heat ont énormément de mal à attirer des franchise players ou du moins des joueurs d'impact. Et c'est pas simplement parce que les Spurs sont un petit marché, hein. La preuve, Miami, c'est la plage, les boîtes, les restaurants, c'est très attractif. Mais il y a quand même le sentiment que tous les joueurs, malgré leur beau discours, n'ont pas envie d'être coachés,
n'ont pas forcément envie et qu'on leur demande de rendre des comptes, alors que ça soit sur leur état de forme physique comme à Miami où on sait que avec Pat Riley à la présidence, il y a des tests physiques réguliers tout au long de l'année. Parfois même, il y a des amendes qui peuvent tomber en cas de dépassement de la masse graisseuse, ce genre de choses. On sait aussi que du côté des Spurs, bah, il y a un patron, c'est Greg Popovich, et que derrière, bah, il faut composer avec ça et accepter d'être coaché. Et c'est ça que je trouve un peu dur en fait avec ces deux clubs finalement qui proposent du beau jeu dès qu'ils ont les joueurs à disposition, qui ces dernières années ben, passent pas si loin et en même temps sont encore très loin, justement par un manque de talent XXL, entre guillemets, pour passer le cap. Donc voilà, c'est ça, malheureusement, je pense qu'il risque paradoxalement, d'handicaper un petit peu le hit dans son recrutement. Ouais, ce que tu dis me fait penser bah, à ce que disait Jermaine O'Neal il n'y a pas longtemps, là. Ah oui, dans le Au peu. moment, Oui. ouais, au moment de la formation du Big Three avec LeBron et tout, donc c'était déjà le même, c'était déjà Pat Riley à la tête de l'équipe. Hein. Bon, Spoelstra était un jeune coach, mais il y avait déjà la fameuse hit culture dont ils aiment se vanter. Et il expliquait que bah, il lui avait proposé de rester pour être un gars d'expérience dans l'effectif autour des stars. Mais qu'en gros, ils allaient lui faire contrôler absolument tout ce qu'il bouffait, et son poids, sa masse, etc. Et que le jour où il s'est demandé s'il allait se taper un paquet d'Oreo dans son placard la nuit, il s'est dit non, faut que j'arrête, c'est pas possible. En gros, on va me fliquer là-bas, c'est trop compliqué. Donc, effectivement, je pense que tu as raison, c'est un peu un poids, c'est un atout énorme, parce qu'il y a plein de joueurs qui viennent se relancer une saison, deux saisons, prendre l'éthique de travail, la fameuse culture. Mais c'est peut-être moins emballant de se dire je vais rester là 5-6 ans alors que je pourrais prendre des beaux chèques ailleurs tout en étant presque autant aussi compétitif. Parce que là, tu n'as pas Riley qui vient te fliquer, qui te fait des tests d'urine, je sais pas quoi, de ta masse graisseuse. Si tu fais une connerie sur le terrain, tu as Udonis Haslem, l'assistant coach le mieux payé de l'histoire, qui va t'embrouiller et qui a deux doigts de t'en mettre une si tu sors du cadre. Donc c'est un contexte très très exigeant qui va parfaitement à un mec comme Jimmy Butler, mais qui va peut-être pas forcément à tout le monde. C'est pour ça que c'est compliqué, je pense, de ramener quelqu'un autour. Ça va peut-être se faire via un trade. Hein. Ils ont des atouts peut-être à trader aussi cet été, et je fais confiance à Miami pour que ça se passe bien. Ouais, c'est ça. Tu sais que si tu viens au 8 et que ça marche pas, tu pourras pas faire passer ça en disant ouais, c'est la faute du club, c'est la faute du coach. Ah, Personne va y croire une seule seconde. Donc, faut accepter, voilà, faut être prêt à assumer ses responsabilités. En tout cas, malgré tout, bah, bravo Miami pour ce parcours. Bravo à Boston, belle équipe. Moi, et ça va nous permettre de passer sur la suite. L'une des grandes leçons quand même que je retiens de cette finale de conférence Est, c'est que Jason Tatum est vraiment le grand joueur qu'on pensait qu'il pouvait devenir. Je pense que dans ce match 7, notamment, il a été bon. C'est pas passé loin du tout, effectivement, que Miami puisse renverser la vapeur, mais moi, je l'ai trouvé excellent dans les choix. J'ai trouvé voilà, il avait cette capacité maintenant à prendre le contrôle d'un match par le scoring, ça on le savait, et maintenant aussi à continuer à continuer de créer du jeu pour les autres si besoin est. Maintenant, responsabilité est placée sur les autres joueurs de mettre dedans s'il leur ressort la balle. Mais voilà, j'ai trouvé que Jason Tatum maintenant était vraiment. Voilà, autant je continue à garder mes réserves autour de Bam Adebayo par rapport à son potentiel et sa capacité à atteindre son plein potentiel, autant pour Jason Tatum, je pense il avait déjà répondu et maintenant il a vraiment validé ce statut qui est le sien. mais je ne sais pas si beaucoup de personnes arrivaient à envisager que ça devienne un two-way player comme ça, en fait. Parce effectivement, il y a les deux aspects. Tu as évoqué l'aspect offensif où avant, il avait du mal à lâcher, à faire circuler la balle. Parce que voilà, il a quand même un ADN de scoreur, il a une capacité à shooter, à rentrer des tirs dans des positions. Voilà, c'est pas pour rien que c'est un fan de Kobe, que c'était son idole. Il y a quelque chose qui fait qu'il avait envie de prendre ses shoots, de jouer l'ISO. Bah, là, cette année, on l'a vraiment bien vu. Je ne sais pas à quel point c'est lié à Ime Udoka, au staff, de la manière dont ils ont travaillé avec lui. Il faudra voir avec lui ce qu'il en dit. Mais effectivement, il offre beaucoup plus de solutions aux autres. Et c'est aussi arrivé au moment où Marcus Smart a commencé à gueuler en disant Tatum et Brown, ils jouent entre eux, ils passent pas le ballon aux autres. Et à partir de là, boum, il y a eu des clics. Et donc, il faudra voir à quel point ça a compté aussi. Mais défensivement, on savait qu'il avait les aptitudes physiques et cérébrales pour le faire. À Duke, il y avait un peu cette étiquette-là, le gars que s'il se fait un peu mal, il est capable d'être un super défenseur. On ne l'a pas trop vu sur les premières saisons.
à part sur des actions vraiment très ponctuelles. Là, depuis toute la saison, à partir du moment où les Celtics sont vraiment accélérés en janvier jusqu'au Game 7, je trouve qu'il est irréprochable en défense et il est exactement ce que tu dis sur Butler, qui est un two-way player qui fait que les vieux comme nous, on l'aime bien. Tatum, c'est vraiment c'est ça, quoi. Il a progressé là-dessus. Et alors, il faut voir aussi à quel point la défense collective de Boston est importante là-dessus, parce qu'il n'est pas tout seul et il ne va pas faire des stops tout seul. Hein. C'est toute la défense qui est exceptionnelle à Boston. Mais si celui qui est le franchise player, ne fait pas ces efforts-là et n'est pas compétent en la matière, c'est pas pareil, je pense. Non, c'est clair. Moi, la série, je pense, qui illustrait le mieux ce dont tu parles, ça reste la série face à Brooklyn. J'avais, moi, jamais vu Kevin Durant être autant en difficulté face à une défense. Jason Tatum, de mémoire, il y a au moins 2 ou 3 fois tout au long de la série où il contre Kevin Durant sur son shoot. Parce que moi, je ne dis pas que ça s'était jamais passé, mais moi, je n'ai pas de souvenir visuel d'avoir vu ça, de voir KD se lever, monter dans son tir et de voir un défenseur être parfaitement placé, arriver à toucher le ballon. Donc voilà, là, c'est un petit peu, on a un peu le sentiment qu'effectivement, que sur le début de saison, début de carrière, pardon, alors Jason Tatum était parti super fort aussi. C'est ce qui fait qu'à un moment, on était un peu déçus parce qu'en fait, les attentes étaient démesurées par rapport à son âge, à son niveau de jeu. Mais tu as un petit peu l'impression qu'il avait montré toutes les pièces du puzzle possibles au fur et à mesure des saisons. Et que là, c'est sur la deuxième partie de saison et les playoffs, il a fini quasiment d'assembler le puzzle. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas aller plus loin encore. C'est clair qu'il peut encore, en termes de QI basket, d'expérience, de vécu, de ressenti des moments clés, des moments forts, ça peut encore grimper. Mais voilà, même dans le match 6 perdu par match 6 ou match 5. Je me mélange un petit peu dans les matchs. Mais j'ai le souvenir, je crois que c'est dans le match 6 perdu par Boston où quand même, il arrive à mettre des tirs extrêmement durs et à maintenir Boston quand même plus ou moins dans le coup alors que c'est vraiment compliqué. Et il a ce killer instinct. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans le match 7, c'est que bien pris par la défense de Miami, il a continué à être agressif, trouver des solutions pour d'autres coéquipiers et puis lui aussi continuer de prendre ses responsabilités. Je pense que ça va être essentiel face à une équipe de Golden State qui est. Alors, c'est marrant parce que j'allais dire une équipe de Golden State expérimentée et au bout du compte, pas tant que ça finalement parce que tu as un côté des vieux grognards, entre guillemets, qui ont tout connu, qui ont déjà gagné des titres, qui en ont perdu, etc. Et puis aussi une partie importante maintenant de leur roster qui a jamais joué à ce niveau, qui a jamais goûté au final NBA, qui a jamais goûté même à des finales tout court, certainement, pour certains d'entre eux. Donc ça va être intéressant à suivre. Mais ce qui est sûr, c'est que tu parlais de la défense de Boston, pardon. Ça va être un petit peu la question de savoir si cette défense hors norme va pouvoir tenir cette attaque qui parfois est hors norme quand tout clique du côté de Golden State, ça va à 2000 à l'heure. Ça va être, je pense, l'une des grandes questions de cette finale. Toi, par rapport à cette confrontation, quels sont les points que tu as notés auxquels tu vas être particulièrement attentif? Déjà, au niveau, là, tu parlais de l'expérience. C'est vrai que les Warriors sont un peu divisés entre le noyau dur et les jeunes qui sont qui ont jamais joué à ce niveau-là parce ils sont arrivés ou ont été développés pendant les 2 saisons où c'était la galère à Golden State. Mais quand tu regardes le nombre de matchs des finales joués entre les deux effectifs, 0 du côté de Boston. Donc même des joueurs qui sont là depuis 4-5 ans, forcément, Boston n'y était pas ces 4-5 dernières années. Donc, ils n'ont aucun joueur qui allait, parce qu'à Horford, même à 36 ans, il a enfin vaincu la malédiction et il va disputer ses premières finales. Parce qu'il avait un triste record. Je ne sais pas si tu veux revenir dessus. Oui, c'est ça. C'était le joueur en activité qui avait disputé le plus de matchs de playoff sans jamais atteindre les finales. Maintenant, il a passé ça à Paul Millsap, même si je ne suis pas si sûr que ça que Paul Millsap soit en activité. Oui, c'est ça. Tout dépend de ce qu'on appelle en activité. Tout dépend de ce qu'on appelle en activité. Donc 0 match des finales pour Boston dans l'effectif, ce qui peut être un atout en termes de fraîcheur, de spontanéité, tout ça, c'est possible aussi. Hein. Et à côté, tu as 123 matchs joués par les Warriors. C'est ouais. Entre Curry, Clay, même Draymond, Kevin Looney, il a tout fait. Iguodala. Voilà. Donc, en termes d'expérience, il n'y a pas photo. Donc ça, je pense, un facteur qui va quand même jouer parce que les Celtics sont sur une dynamique de confiance exceptionnelle, mais les Warriors, comme disait Mike Pietrus, ils connaissent le chemin des finales. Quoi. Ils savent comment se comporter en finale. Ils en ont gagné un paquet et ils en ont perdu 2 sur les 5 disputés, mais
dans des circonstances, dans les deux cas ultra particulières entre la remontada complètement tarée contre les Cavs et les blessures de KD et Thompson contre Toronto. Donc au niveau de l'expérience, c'est un facteur qui est vraiment à prendre en compte selon moi. Et ensuite, j'ai quand même l'impression que la fraîcheur physique va avoir. J'en parle tout le temps depuis le début des playoffs parce que c'est vraiment un truc qui me marque. Là, cette série, on pensait bien qu'elle allait se jouer en 7 en fait. Au début de la série, on s'est dit oui, ça ressemble à Miami-Boston, ça va se jouer en 7. Ça n'a pas été si évident que ça au final, mais parce qu'en fait, les deux équipes étaient tellement physiquement émoussées que dès, je crois que le podcast qu'on a fait la dernière fois, on se disait dans tous les cas, c'est bingo pour les Warriors qui vont s'y qualifier en ayant joué 5 matchs sans être vraiment poussés dans leur retranchement. Et j'ai bien peur pour Boston que ce soit compliqué de ce point de vue-là, parce que là, contre Miami, ça a joué des tours, hein, mine de rien. Quand tu vois un mec comme Marcus Smart, un mec, c'est un pitbull, tu as l'impression qu'il pourrait jouer avec une jambe cassée. Il y a des matchs où il n'a pas joué, quoi. Donc, Je ne comprends toujours pas comment il a pu finir le match où il se fait la cheville là. Voilà. Donc ça marche sur un ou deux matchs contre une équipe qui est elle aussi un peu dans le dur. Contre les Warriors qui, là, selon moi, sont quasiment au top. Ils ont quelques voilà, ils ont des pépins. Ils n'ont toujours pas récupéré Gary Payton, autoporteur limite. Iguodala a plus l'importance qu'il avait, mais il se peut très bien qu'il joue un match ou deux. Et quand tu joues contre une équipe comme les Warriors où tous les cadres sont vraiment, de mon point de vue, en pleine forme, j'ai peur que ce soit aussi un facteur très très important à l'avantage des Warriors. Ouais, et puis aussi la question de savoir si Boston, finalement, encore plus en sortant d'une série aussi compliquée face à Miami, en s'étant fait aussi peur dans les dernières minutes du match 7, il n'y a pas peut-être le risque d'avoir ce sentiment d'avoir déjà réussi sa saison, d'avoir déjà gagné son titre, entre guillemets, en accrochant ses finales derrière lesquelles il court depuis si longtemps. Alors que moi, ce que je trouve intéressant du côté des Warriors, c'est que clairement, on sent une détermination. Alors, je sais que c'est une équipe qui a tendance parfois, par excès de confiance, à perdre trop de ballons, etc. Mais j'ai le sentiment que depuis le début de la série face aux Mavericks, l'équipe s'est vraiment reconcentrée autour de son objectif, qui a une espèce de sérieux que j'avais rarement vu en fait chez cette équipe, de détermination. Vraiment, ça va du coaching staff aux joueurs. Enfin, Draymond, dans ce qu'on peut l'entendre dire dans son podcast ou autre, l'émotion de Klay Thompson là, après la qualification pour les finales, tout ça, j'ai le sentiment que cette équipe a conscience enfin, elle sait que gagner un titre, c'est pas donné à tout le monde, que c'est pas, qu'il n'y a rien de garanti dans le fait de gagner un titre. Et paradoxalement, j'ai l'impression que le sentiment d'urgence risque d'être plutôt du côté des Warriors pour cette finale, au-delà du fait d'être déjà passé par là et d'avoir cette expérience. J'ai ce sentiment qu'il y a un vrai sentiment d'urgence de savoir que chaque minute compte et qu'il faut certainement pas gaspiller la moindre chance de rajouter un titre. Ah ben c'est clairement ça, hein, parce que au final, même si cette fameuse dynastie qu'on pensait en partie, en tout cas, terminée après le départ de Kevin Durant, bah, même Et les si là, blessures surtout. Là, voilà, la blessure de Klay Thompson, la blessure de enfin, Clay que ce qui soit lié. t'handicape, mais donc tu fais coup sur coup, tu perds Kevin Durant et tu sais pas si Clay Thompson va revenir à un vrai niveau. Tu sais pas si Draymond Green non plus va revenir à son niveau prime défensif et créateur. Et au final, même si là il regagne le titre, la fenêtre elle n'est pas gigantesque encore. C'est ça. Elle peut l'être. On en a parlé la dernière fois avec les jeunes qu'ils ont réussi à développer et qui peuvent prendre de l'importance. Mais effectivement, à côté, tu regardes Boston, la plupart des joueurs majeurs, à part Horford, ils ont même pas 25 ans en fait. Ouais. Ou à peine plus, ils sont dans le prime. Ah, ou dans le début du prime seulement. Au début Dans le du cas de prime. Ouais, Jason Tatum ou Jalen Brown, je pense qu'il y a encore une vraie marge de progression pour chacun. exactement. Et les joueurs importants, Robert Williams, qui est important aussi, il n'est pas vieux. Sur le banc, c'est assez malléable, c'est pas vieux non plus. Donc, je suis d'accord avec toi. Les Warriors, en fait, ils ont aussi ce côté. Alors, je dis pas qu'ils étaient irrespectueux et arrogants avant, hein. Ok, on connaît Draymond Green, on sait qu'il peut avoir ce côté un peu. T'as l'impression qu'il pouvait peut-être manquer de respect à certains adversaires par le passé. J'ai l'impression, comme tu disais là, depuis qu'il tient son podcast, même s'il va lâcher toujours des petites punchlines, des petits tacles à droite à gauche, parce qu'il a toujours ses cibles, la façon dont il avait respecté Dallas déjà, alors qu'on pouvait se dire, et ça s'est vérifié sur le papier, qu'il y avait un monde d'écart entre les deux, il respecte Dallas, il respecte énormément les Celtics. On l'a vu quand il est passé sur le plateau après la victoire en finale de conférence. Alors, c'était marrant parce que forcément, ça a excité le hit, mais il a dit non, mais on sait qu'on va jouer contre Boston et ça va être super, ça va être une bataille de fous. Donc, il respecte à mort les Celtics parce que c'est une équipe qui joue dur, qui défend fort, c'est des valeurs
voilà, qui respectent beaucoup. Donc, il y aura pas, je ne vois pas les Warriors se relâcher au-delà d'un match, peut-être, si en face, c'est en état de grâce et devant un public surchauffé, tout ça. J'ai l'impression qu'ils sont en contrôle, qu'ils savent comment ils vont jouer, qu'ils savent comment ils vont négocier la défense des Celtics. Ils sont eux-mêmes une défense qui est ultra compétente et qui est capable de gérer les menaces que sont Tatum, Brown et compagnie. Je vais pas cacher, je le dis depuis le début. De toute façon, en début de saison, j'avais mis les Warriors champions. Alors, il y a certaines équipes qui n'ont pas été au rendez-vous et dont j'attendais peut-être plus pour concurrencer les Warriors. Mais je les vois favoris. Et là, pour le coup, je ne vois pas de série en 7 comme là contre Miami. Ouais. Pourtant, du côté de Boston, je pense qu'effectivement, enfin, les Warriors ont raison de prendre Boston au sérieux parce que moi, ce qui me saute aux yeux, c'est l'avantage physique quand même Ouais. du côté des Celtics. C'est une équipe, même face à Miami, parfois c'était criant de voir la différence de taille, purement physique en fait qu'il y avait entre l'équipe des Celtics et l'équipe du Heat, notamment les moments où Spoelstra était obligé de jouer tout petit avec parfois même Butler, Gabe Vincent et Kyle Lowry sur le terrain en même temps pour essayer de générer du jeu. Du côté quand je vois l'opposition face aux Warriors, j'ai l'impression qu'il y a toujours cet avantage quand même du côté de Boston défensivement. Offensivement aussi, ça va pas être simple forcément de tenir ces joueurs massifs et techniques, athlétiques comme Jalen Brown, Jason Tatum, bien sûr, même Al Horford, même Marcus Smart qui globalement s'en sort souvent pas si mal quand il défend Ah oui. sur Stephen Curry. Ça, je pense que ça va vraiment être le challenge du côté des Warriors. Est-ce que leur mouvement de ballon de joueurs peut contrecarrer la dimension physique que va imposer Boston? Je pense que ça risque d'être une des clés de la série, en tout cas dans cette confrontation. Mais ils arrivent à compenser en général ce déficit de taille. Tu vois le nombre de rebonds. Il y a des matchs, tu ne comprends pas. Ils prennent 20 rebonds de plus que l'adversaire en jouant avec Draymond Green ou Kevin Looney au pivot. Enfin, tu te dis comment ils font pour être aussi actifs au rebond, aussi efficaces. Ils compensent par ce mouvement permanent, ce partage du ballon, tout ce qu'on a déjà dit 1000 fois sur eux. Mais tu as raison, tu as raison. J'aurais été plus enclin à penser que ce serait un problème pour les Warriors si j'avais pas l'impression que Boston était aussi endommagé physiquement en fait. Parce que Smart, je le vois très bien, peut-être verrouiller, emmerder Curry sur 2-3 matchs, sur toute une série avec le corps un peu en vrac. S'il y a un match où il dit non, bah, là je peux pas, les gars, je peux pas y aller, c'est compliqué. Hein. Mais si tu as un match où Robert Williams qui apporte toujours 15-20 minutes très très intenses, qui peuvent justement bousculer les Warriors, si lui aussi il y a un match sur deux où il n'est pas à 100%, franchement, ça va être compliqué. Hein. Ben, c'est clair. Et du côté de Boston, je suis tout à fait d'accord avec toi sur l'importance de Robert Williams. Moi, je m'étais dit même que le game set, bon, finalement, il a peu joué, donc il a peu pesé. Mais dans ma tête, je m'étais dit, bon, bah, s'il ne peut pas jouer, je mets une pièce sur Miami. Parce qu'en fait, défensivement et au rebond, il a désormais un rôle extrêmement important au sein de cette équipe de Boston. Ça va être intéressant de voir s'il peut jouer. Et par rapport à ce que tu disais au sujet de Marcus Smart face à Stephen Curry, ce qui est incroyable, on va pas revenir sur le style de jeu des Warriors. Vous savez aussi bien que nous quelle est leur manière de jouer, mais c'est que tu as Stephen Curry qui arrive pleine vitesse pour prendre un écran, tu es obligé de respecter ça et de venir défendre pour l'empêcher de sortir de l'écran, de recevoir le ballon. Mais il y a des fois, il va même pas forcément recevoir le ballon, en fait. Mais il a tellement déséquilibré la défense parce que tu es obligé d'envoyer un joueur, deux joueurs, même pour couvrir le pic, que derrière, si l'écran qui lui a été porté, c'est Klay Thompson et qui part de l'autre côté, là, dans ce qu'ils appellent souvent les two-way action du même côté du ballon, tu sais plus où donner de la tête. Donc, ça demande de la rigueur, ça demande de la vitesse, ça demande de la dureté défensive. Ça va vraiment être intéressant à voir du côté de Boston. Et à l'inverse, je suis tenté de me poser la question aussi, de voir avec cette équipe des Warriors qui aime beaucoup aussi changer sur les écrans, comment tu fais si tu te manges des cascades d'écran de main à main entre Marcus Smart, Jalen Brown, Jason Tatum et compagnie, même avec un génie de la défense comme Draymond Green pour coordonner tout ça et venir mettre son grain de sel défensif dans tout ça. Je pense que ça va vraiment être les challenges. J'imagine que c'est sur ce genre de choses que le staff des Warriors a le regard braqué, et surtout à partir du moment où Boston avait pris l'avantage dans la série face à Miami, j'imagine qu'ils s'étaient quand même un peu plus concentrés sur Sure. cette éventualité et que par ailleurs, si Miami s'était hissé jusqu'en
qu'en finale, je pense que ça aurait été encore plus à l'avantage des Warriors parce que je ne pense pas que Miami, aussi diminué, aurait eu les armes pour pouvoir avoir une vraie chance face à Golden State. En tout cas, ça va être très intéressant. Je pense que le premier match donc, qui se jouera dans la nuit de jeudi sera déjà riche d'enseignements sur qui arrivera. Parce qu'on sait aussi que parfois, quand tu sors d'une série longue, finalement, tu es plus dans le rythme de la compétition. C'est pas rare. J'ai souvenir comme ça, c'est pas les mêmes histoires tout à fait, mais de la finale Lakers-Sixers avec Allen Iverson, où, à la surprise un peu générale, les Sixers avaient pris le premier match à Los Angeles parce qu'ils étaient dans leur série de matchs de playoffs complètement folle, où ils étaient allés quasiment au bout du maximum de matchs possible à tous les tours, avec tout un tas de joueurs blessés. En gros, ils étaient allés chercher ce match à l'adrénaline. Ouais, c'est le match où Iverson piétine Tyronn Lue. Absolument, dans le corner, ouais. Absolument, ouais. Exactement. Donc, ça va être intéressant de voir ça et de voir aussi ce dont on parlait, voilà, quelle sera la disposition mentale de cette équipe des Warriors? Quels ajustements ils auront prévus pour essayer de contenir Jason Tatum, Jalen Brown? Il y avait pas mal de choses à voir aussi. C'était marrant quand on voit la série Miami-Boston. Au bout d'un moment, tu avais un peu l'impression que lui s'était rendu compte que Jalen Brown avait beaucoup de mal à tenir la balle dans ses drives. Et à des fois, l'aide venait. Il cherchait même pas vraiment le ballon. Il mettait la main vers les genoux de Jalen Brown en se disant c'est grosso modo par la crise d'être le ballon. Et il y a pas mal de fois où ça a payé. Oladipo l'a fait à merveille, notamment quand il venait en aide. Voilà, toutes ces choses-là, on sait qu'avec un staff aussi complexe, celui des Warriors, et puis avec un mec comme Draymond Green, c'est des choses qui passent pas inaperçues et qui vont essayer d'exploiter dès le premier match, je pense. Ouais, et il y a un paramètre qu'il n'y avait pas avant, du coup, c'est que les Warriors ont Andrew Wiggins comme il aurait toujours dû être, et c'est un atout. Je ne sais pas si on mesure l'importance qu'il a maintenant dans l'équipe et ce qu'il représente pour une équipe adverse. C'est-à-dire qu'il peut avoir des matchs où il va mettre 20 points tranquillement et à la fois être une épine incroyable défensivement justement pour aider les Warriors à être la défense qu'on connaît. Il y a pas, ça dépendra pas que de Draymond Green et de son cerveau, sa manière de faire échouer des contres de contre un. Enfin, voilà. Et là, maintenant, ils ont un autre super défenseur avec Wiggins qui a vraiment éclos, là, je trouve, cette année. Et à l'avoir lui à 100%, c'est aussi c'est un des trucs qui me font dire que ça va être compliqué pour Boston, en fait. Genre, moi, j'ai envie d'avoir une série serrée, hein, puis je suis totalement fan de la dynamique et de ce qu'a fait Boston cette année. Parce que c'était inattendu. Tu as quasiment le même effectif que l'année dernière. Tu changes juste de coach et tu te retrouves avec une façon de jouer, une confiance et tout qui clique à merveille avec une défense comme on en a rarement vu ces dernières années. Donc je serais très content que Boston me fasse mentir et fasse passer un sale quart d'heure aux Warriors pour qu'on ait vraiment un suspense. Mais ouais, c'est compliqué pour moi. Donc allez, on va passer tout de suite à la question piège. Toi, tu vois quel scénario pour cette finale du coup? On a bien senti que c'était, tu vois, les Warriors passer. Ouais. Sur le score, je vois un 4-1 Golden State en fait, parce que Boston n'a pas été impérial à domicile déjà. Et que les Warriors ont perdu aucun match. Voilà. Les Warriors n'ont gagné aucun match, n'ont perdu aucun match à domicile, à l'inverse. C'est l'avantage du terrain, ne faut pas le sous-estimer. C'est une salle où il y aura un bruit dément. Le Chase Center, voilà, les fans se le sont appropriés, ça commence à résonner au moins aussi fort qu'à l'Oracle Arena à l'époque. Et les Celtics n'ont pas été impériaux à domicile. C'est pourtant une place forte et un endroit qui peut te faire vriller aussi. Hein. Il y a des grands malades dans les tribunes de Boston. Mais ouais, ça fait partie de ces choses-là. L'avantage du terrain me paraît ultra important. La fraîcheur physique. J'ai aussi le sentiment que Curry va vouloir être MVP des finales. Que là, il est dans des dispositions mentales où il est pas du tout... il n'envisage pas du tout l'échec, individuel comme collectif. Je pense qu'il sera là. Il y a de l'histoire autour de Klay Thompson. Ils sont tous capables d'avoir leur match, tu vois. Klay Thompson peut avoir son match sans être ultra régulier sur toute la série, mais il aura son match à 30 points. Je trouve que Curry, il a besoin de rien forcer. Il est efficace quand il faut. Draymond est redevenu Draymond. Andrew Wiggins est là. Et la fameuse fraîcheur physique dont j'arrête pas de parler. Voilà. Ça me fait dire que 4-1, 4-2 max peut-être. Ouais, je vois. Moi, écoute, j'aurais plutôt pensé vers un 4-2 éventuellement parce que malgré tout, Boston, tu as raison de parler du fait qu'ils n'ont pas été impériaux à domicile. Ils sont quand même allés chercher un match 6 contre Milwaukee à l'extérieur
sur lesquels moi je les pensais cuits, hein, honnêtement, je ne les pensais pas capables de prendre les 2 derniers matchs de la série face aux Bucks. Ils sont allés chercher ce match 7 dans la douleur, certes, à Miami. Alors Miami, on sait que c'est un peu particulier comme ambiance, c'est chaud quand ça gagne, et puis par contre quand c'est dans la difficulté, c'est pas forcément le public qui va te booster et te sublimer ton équipe. Mais voilà, j'ai aussi le sentiment que Jason Tatum est à ce niveau maintenant où il peut gagner un match tout seul quasiment ou pas loin, et que ça, dans une série comme ça a de l'importance. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que durant tous ces playoffs, il y a pas mal de matchs où les Warriors ont été menés à la fin du troisième quart-temps et ont fini en éclatant l'adversaire dans le dernier quart-temps. Et à l'inverse, quand on voit le finish qui a failli être catastrophique du côté de Boston dans le match 7 face à Miami, c'est pas la première fois en fait où Boston s'est fait peur dans les dernières minutes, ou n'a pas su fermer le match quand il le fallait face à une équipe comme les Warriors. C'est sûr, c'est que comment dire, ça se paiera cher, ça se paiera très cher. Donc c'est pour ça aussi que moi aussi je vois les Warriors passer. Je pense que Boston a quand même de beaux arguments, notamment défensifs, à faire valoir. La question de la fraîcheur physique, elle est essentielle. C'est clair. Bon, c'est pas une surprise, hein. À ce stade de la compétition, quasiment personne n'est à 100% de ses capacités. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que Boston a plus de joueurs qui sont en difficulté, que ce soit Robert Williams, que ce soit Marcus Smart, des joueurs vraiment diminués. Du côté des Warriors, finalement, bon, bah, y a Gary Payton qui était devenu un joueur important, mais sans lesquels les Warriors ont réussi à jouer. Et l'état du pied d'Otto Porter Jr. qui peut vraiment aussi être important au bout du compte. Moi, j'ai trouvé que c'était un de leurs meilleurs role-players tout au long de la saison. Donc ça va être intéressant, de suivre tout ça. Je voudrais aussi tirer mon chapeau encore une fois à Ime Udoka, coach rookie qui arrive en finale. C'est pas tous les jours. On sait qu'en face il aura Steve Kerr qui lui a réussi à gagner le titre dans sa saison rookie. Donc ce qui est une belle performance aussi. J'ai beaucoup aimé tout le travail d'Ime Udoka sur voilà, les ajustements, etc. Même si on sent il y a eu encore quelques erreurs, ce qui est tout à fait normal. De toute façon, les erreurs de coaching, on peut en trouver 50 dans chaque match, hein. Simplement, quand tu gagnes, on s'y attarde moins que quand tu perds. Mais là aussi, il y aura des choses intéressantes, je pense, d'un match à l'autre à suivre au niveau des ajustements. Ouais. Non, je suis complètement d'accord. Bah, de toute façon, à partir du moment où l'équipe ne change quasiment pas et où le coach arrive et ça change du tout au tout. Enfin, après, Brad Stevens, ça avait été en finale de conférence aussi, hein, mais il n'y avait pas la même vibe. On n'avait pas l'impression que l'équipe, elle pouvait vraiment franchir le pas, tu vois. Mais effectivement, Udoka, super boulot. Et moi, je voulais parler d'un truc. Du coup, on l'a constaté ce matin en se penchant un peu sur l'actu autour de ces finales. Et on en parlait en off tous les deux. C'est le fait que le boulot des deux franchises est récompensé et que là, cette affiche-là, en fait, en tant qu'observateur neutre, parce que moi, je suis ni fan des Warriors ni fan des Celtics de base, mais je suis ultra, ultra content que ce soit cette affiche-là parce que c'est deux équipes qui vont aligner des 5 où il y a 4 joueurs qui ont été draftés et développés par leur équipe. Et c'est deux équipes où les GM ont fait des choix de miser sur la fidélité, la cohésion, la constance. Chez les Warriors, tu as le fameux noyau dur dont on parlait, Curry, Thompson, Green et Kevin Looney, qui a été drafté par les Warriors et qui a jamais bougé au final. Et chez les Celtics, tu as Smart qui a été mis dans les rumeurs de trade 78 fois depuis qu'il est là. Jaylen Brown, dont tout le monde disait bon, ça y est, on a compris, le tandem Tatum-Brown ne marchera pas. Il faut que Brown soit tradé, tu peux en tirer énormément. Ils ont insisté sur ce tandem-là, ça a fonctionné. Robert Williams a été drafté, mais au début, le gars arrive, il se pointe en retard à chaque match, à chaque training camp. Tu te dis, bon, il va finir en G-League et au Venezuela. Et au final, ils lui ont fait confiance, ils lui ont donné du temps. Et le type, c'est un atout énorme. Il va être sans doute starter de la finale aussi. Et c'est un des 4 joueurs, comme je le disais tout à l'heure, de chaque côté, que l'équipe a pris le temps de développer. Ce pas des équipes fabriquées d'une saison à l'autre à coup de tu as un supermarché et où tu as une superstar et les superstars s'assemblent et puis il y a des trades, des sagas où les mecs pleurent parce qu'ils sont pas, ça fait 10 matchs qu'ils n'ont pas gagné donc ils veulent être tradés. C'est la récompense de la constance du travail solide et rien que pour ça c'est un plaisir et en fait quelle que soit l'équipe qui gagne je serais content en fait.
Oui, bah, écoute, c'était un petit peu ce qu'on s'était dit, même finalement, dans le carré final, il n'y avait pas de super team, il n'y avait pas d'équipe construite comment dire, de toutes pièces, même finalement, Miami, même ils ont fait venir Jimmy Butler, Kyle Lowry, c'était pas des joueurs du cru, PJ Tucker non plus. Derrière, quand on voyait toutes les trouvailles qu'ils avaient pu faire, soit à la draft, soit loin à la draft, soit des joueurs pas draftés du tout, etc. Mais il y avait un petit peu quand même ce sentiment d'avoir une équipe maison quelque part, faite Ouais. maison avec des joueurs sur qui personne d'autre n'avait parié. Du côté de Dallas, c'est un petit peu la même chose. Luka, Jalen Bronson, des joueurs comme ça, ou même Maxi Kleber, c'était des joueurs du cru, entre guillemets. Donc c'est vrai que c'est le parfum un petit peu de ces playoffs qui était sympa aussi dans l'incertitude. Alors je sais que voilà, il y a, on se plaignait un petit peu par-ci par-là du manque de matchs où il y avait des moments clutch à jouer. Au bout du compte, ça a été le match 7 à l'Est, en tout cas, a été serré jusqu'au bout. Il y a eu quand même, moi, j'ai pris du plaisir tout au long de ces finales. Je ne m'attends pas, malgré tout, j'annonce 4-2 pour les Warriors. Toi, tu penchais même potentiellement vers un 4-1 pour les Warriors. Je pense que les matchs seront disputés. J'imagine pas de blowout là, pendant ces finales. Ça va jouer vraiment sur des choses fines, de la subtilité. Dès jeudi, de toute façon, on aura le nez dedans. Les analyses, les news, tout ça, toujours sur Basket Session au jour le jour. Nous, on se retrouve très vite pour débriefer tout ça sous format de podcast. Pour des choses plus longues, vous savez que vous avez Rivers, toujours le MOOC 240 pages avec une thématique bien précise disponible sur basketsession.com. Et nous, on vous donne rendez-vous donc très vite avec Shai et peut-être même Antoine, on espère très vite. Allez, à plus tard. Salut! Ciao.